pour ce dernier cours. Pour ce dernier cours, là, je vais vous parler de déviation gravitationnelle de la lumière. C'est un petit peu en marge des autres choses que je vous ai présentées sur la nature de la lumière, sur les instruments et tout ça. Là, c'est quelque chose qui s'ancre plus dans la physique moderne. Et je vais vous parler essentiellement de choses qui sont reliées à la relativité générale et au test, un test expérimental de la relativité générale. Ne prenez pas peur, il ne s'agit pas ici pour vous de faire de la relativité générale, je ne vais pas vous mettre une seule équation de ça. C'est juste, vous allez voir qu'il y a une période du XXe siècle, autour des années 1915-1920, où il y a eu une certaine ébullition pour montrer un phénomène, montrer qu'un phénomène prédit par la relativité générale avait effectivement lieu et qui met en jeu à la fois des observations astronomiques et qui ont aussi un rapport avec la nature de la lumière. C'est sur ça que je voudrais parler aujourd'hui. Et alors je vais m'appuyer sur quelques documents. Comme d'habitude, je vais vous présenter quelques bouquins, je vais vous présenter un ou deux extraits aussi d'articles. Comme d'habitude, les articles, je les mets sur le Moodle. Alors le livre qui contient vraiment énormément de choses, sur lesquelles je me suis appuyé, c'est celui-là. Donc voilà, il est là. Je vais jeter un œil tout à l'heure si vous voulez. C'est un livre de Jean Eisenstadt, qui est chercheur en histoire des sciences français. Et d'ailleurs, on profite pour lui dire merci, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai pu échanger, effectivement, lui poser des questions sur ça, sur son métier, tout ça. Ça m'a permis de mieux comprendre pas mal de choses dans cette profession. Donc, je l'ai contacté parce que j'avais lu notamment ce livre qui est vraiment très bien. Et donc, c'est un livre qui se lit vraiment bien. Il n'y a pas de formule non plus dedans. Ça raconte l'histoire. Ça raconte l'histoire de la relativité générale, en s'appuyant sur tout un tas de concepts, notamment qui prédatent la relativité générale. Ça parle notamment de choses qui sont décrites dans cet article ici, l'influence de la gravitation sur la propagation de la lumière en théorie newtonienne, l'archéologie des trous noirs. Voilà, ça c'est un article qu'il avait écrit 10 ans plus tôt. Après, il l'a un peu étoffé et puis changé de forme pour que ça soit plus accessible à un grand public, et il l'a mis en forme de livre. On trouve des choses en commun un peu dans ces deux documents-là. Celui-là est plus technique, hein, il y a beaucoup plus aussi de citations, plus facilement trouver des choses pour aller plus loin. Ça, c'est un peu plus général et donc destiné au grand public, même si ça reste très bon. Bref, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment un bouquin très très bon, très chouette. Ça, je vais vous en mettre un ou deux extraits dans la suite. Et donc, si vous allez effectivement lire cet article, vous remarquerez qu'il est un petit peu long, il fait 73 pages. Vous remarquerez qu'il est en français aussi, ça compense. Donc, ça se lit du coup, ça se lit vraiment. Et alors ça, c'est le sommaire de cet article-là dont je viens de vous parler. Ça va me permettre ici de faire un survol, en particulier de beaucoup de choses dont je ne parlerai pas, mais ça va me permettre de situer un petit peu le contexte ici de ce dont je vais parler. Donc, dans cet article, Eisenstadt présente les travaux de plusieurs chercheurs, dont Michel, dont je vous ai parlé, je vais y revenir tout à l'heure, qui le premier a étudié la manière dont la lumière pouvait être attirée par les corps, donc par exemple ralentie. Ça, j'en avais parlé quand j'avais parlé de la vitesse de la lumière. Ça avait conduit des chercheurs ensuite, notamment Arago, à essayer de détecter cet effet. Il déroule un petit peu l'histoire de ça, donc à partir en gros de la fin du XVIIIe siècle. J'arrive jamais les siècles. 1784, c'est le XVIIIe siècle. Je recommence. À la fin du XVIIIe siècle. Il présente ensuite quelques tentatives observationnelles pour essayer de voir l'effet de ralentissement de la lumière par les corps. Il montre ensuite l'influence de Cavendish ici, qui a repris certaines de ses idées. Et ici, pour la première fois, est évoquée l'idée qu'un rayon de lumière peut être courbé par un corps. Et c'est vraiment ce qui va constituer le sujet de ce dont je vais parler aujourd'hui. Il y a ensuite tout un développement sur le fait que la lumière puisse être capturée par les corps, par la gravité des corps. Ça mène à la notion de corps obscur, comme la place l'a nommé, ce qu'on appelle aujourd'hui les trous noirs dans un contexte complètement différent. Dans le contexte de la relativité générale, aujourd'hui on appelle ça les trous noirs. Dans un contexte newtonien, c'était les corps obscurs. Voilà, ça développe tout ça. Il y a une partie ici aussi intéressante sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard, les travaux de Soldner, un gars que vous ne connaissez probablement pas. Ce qu'il a fait était intéressant, mais est tombé dans l'oubli. Donc, si vous lisez cet article, donc, vous aurez vraiment un panorama de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle sur cette histoire de gravitation et de lumière. Donc, certaines des choses dont je vais parler sont prises là-dedans. Il y en a qui sont là-dedans et dont je ne vais pas parler parce que simplement je n'aurai pas le temps.
Donc je vous rappelle que John Michell, on en avait parlé parce qu'il avait étudié l'hypothèse que la lumière puisse être ralentie par les corps. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on avait l'idée que c'était la vitesse des corpuscules de lumière qui déterminait la façon dont ils étaient réfractés dans les corps. Et donc il avait émis l'hypothèse, Michel, qu'avec un prisme, on pouvait, donc, en étudiant la façon dont la lumière est réfractée en provenance d'une étoile ou d'une autre, on pouvait éventuellement déterminer indirectement la masse de ces corps lointains. Les corps les plus massifs devaient retenir plus la lumière, donc vous devez la freiner. On devait recevoir de leur part une lumière qui serait plus lente et donc qui se réfracterait différemment. L'expérience avait été tentée, n'avait pas marché. Effectivement, ça ne marche pas. La lumière n'est pas quelque chose de corpusculaire et l'interprétation qu'il avait n'était pas correcte. Cette idée, elle est reprise ensuite par Cavendish. Henri Cavendish, vous le connaissez peut-être, c'est quelqu'un qui travaillait aussi beaucoup en électrostatique. Il est connu pour avoir étudié la force électrostatique en 1 sur R carré. Mais il correspondait avec Michel dont je viens de parler là. Et donc il a poussé un tout petit peu plus loin ce qu'avait fait Michel. Donc lui, il s'est dit si effectivement les corpuscules sont attirés par les corpuscules de lumière sont attirés par les corps massifs, certes ils doivent être freinés, mais ils doivent aussi être déviés. Si j'ai un corps massif ici et puis un corpuscule qui passe là, comme il est attiré par le corps, ben, il doit être effectivement dévié. Et ça, il l'étudie effectivement vers les années 1800. Alors ça, il ne le publie pas et il rédige même pas tout ça. Donc du coup, vous pourriez vous demander comment on le sait. Ça, en fait, il en parle dans ses correspondances, dans les lettres, qu'il écrit à différents chercheurs. À l'époque, la communication scientifique se fait beaucoup par échange de courrier. Et donc, une des missions, disons, des gens qui font l'histoire des sciences, le travail des historiens des sciences, c'est en partie d'aller fouiller dans ces correspondances et d'aller exhumer des choses. Et effectivement, les gens qui ont étudié les correspondances de Cavendish ont vu qu'il avait écrit plusieurs fois à ce propos-là et qu'il avait des idées assez claires sur ça déjà. L'idée ne lui est pas accréditée, parce que ce n'est pas lui qui l'a publié la première. Le premier, en fait, qui effectivement écrit un article scientifique sur ça, c'est ce gars, Sollner. On a vu son nom tout à l'heure, là je vous donne tout son prénom et son titre. Donc Johann Georg von Sollner. Et donc il étudie pour la première fois, il publie pour la première fois l'expression donnant la déviation de la lumière dans le cadre de la mécanique newtonienne. Et alors je l'ai écrit ici avec des notations qui ne vous sont peut-être pas familières. J'ai écrit ça ici avec les notations qui seront utilisées par Einstein après. Le K qui est ici, c'est la constante de la gravitation que vous auriez envie d'appeler grand G. Le delta qui est ici, c'est la distance de plus faible approche entre le corpuscule et le corps. En gros, vous avez un corps ici d'un certain rayon, vous avez un corpuscule qui arrive près du corps. Le delta qui est ici, c'est la distance la plus proche à laquelle s'approche le corpuscule du corps. Et voilà, l'angle de déviation est donné par ça, d'après la mécanique newtonienne. Avec la mécanique newtonienne, on peut effectivement prévoir ce genre d'expression. Alors j'insiste tout de suite sur le fait que c'est un raisonnement qui n'est pas exempt de... Donc on peut remettre en cause certaines hypothèses dans le calcul. Là, parce que si je vous avais demandé comme ça, bêtement, dans le cadre de la mécanique newtonienne, quelle est l'action d'un corps massif sur un corpuscule de lumière, vous m'auriez peut-être dit, il n'y en a pas, parce que la masse d'un photon étant nulle, avec ce qu'on sait aujourd'hui, la masse d'un photon étant nulle, la force gravitationnelle étant donnée par le produit de la masse du corps attirant et la masse du corps attiré, on fait le produit des deux, ça fait 0. Donc il n'y a pas de force. Un corps de masse nulle ne devrait pas, a priori, être attiré par un autre. Et il se trouve que ce n'est pas le cas, mais c'est un raisonnement quand même qui pourrait être valide. La manière dont Sollner arrive pourtant à une équation comme ça, c'est que lui ne fait pas tout à fait ce raisonnement-là. Il dit, je vais prendre un corps de masse m, qui est attiré par un gros truc, une planète ou une étoile, et on s'aperçoit quand on fait le calcul que la déviation angulaire d'un corps, on envoie un corps comme ça sur le côté, la déviation par le corps massif est à la fin une quantité qui ne dépend pas de la masse du corps initial. Ça disparaît des équations. Que vous envoyez un gros machin ou un petit machin, si vous l'envoyez à la même vitesse, il va être dévié de la même façon. Ça c'est lié au fait aussi que les corps chutent de la même façon. Un corps lourd et un corps léger, vous les lâchez, s'il n'y a pas de frottement, ils vont tomber à la même vitesse de la même façon. Donc ça c'est un phénomène qui est bien connu. C'est pareil quand on lance des objets sur le côté. Donc la masse disparaît des équations, et donc Sollner se dit, quelle que soit la masse finalement des particules, des corpuscules de lumière, il devrait aussi être dévié de cette façon-là, et on obtient l'expression qui est ici. Alors ça donne, je donnerai des ordres de grandeur tout à l'heure, mais ça donne des valeurs qui
Si on s'intéresse à la lumière qui frôlerait le Soleil, par exemple, le Soleil c'est le truc le plus gros et le plus massif qu'on ait autour de nous, donc si on veut essayer de voir cet effet-là, on a intérêt de se mettre à proximité d'un gros objet, donc de regarder la lumière qui frôle le Soleil. On s'aperçoit que ça fait un effet de l'ordre de la seconde d'arc. Quelque chose qui est donc vraiment très petit, difficile à voir. Je reviendrai vraiment tout à l'heure en détail sur la difficulté de mesurer ça, parce que c'est vraiment le cœur du sujet de ce dont je veux parler aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, on n'a vraiment pas du tout les moyens de mesurer ça expérimentalement. Il y a des gens qui essayent, mais ça marche pas. Je fais un grand pas en avant. Voilà, l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui, elle commence vraiment là, en fait. En 1907, Albert Einstein montre que la lumière doit être déviée par un champ gravitationnel. Donc, lui, il le montre en utilisant le principe d'équivalence, quelque chose qui va vraiment être au cœur de son développement ensuite de la relativité générale. Donc peut-être pour recadrer un petit peu ça, vous vous souvenez que quelques années avant, Albert Einstein avait mis en place la théorie de la relativité restreinte. Vous vous souvenez quelle année c'est la relativité restreinte? 1905, ouais, c'est ça. Donc c'est 2 ans avant ça. Donc, il avait le cadre de la relativité restreinte. Et une des questions qui lui apparaît assez rapidement, c'est comment se situe la gravitation dans la relativité restreinte. Comment mettre les forces gravitationnelles là-dedans. C'est parce que ça pose certains problèmes conceptuels. Et il va passer vraiment un grand nombre d'années à faire ça. Il le fait très progressivement. Il y a plusieurs articles qui marquent plusieurs jalons dans sa réflexion. Le premier, c'est en 1907. Et alors, si ça vous intéresse, c'est aussi quelque chose que je vous invite à regarder. C'est que ces articles-là, donc, ils sont disponibles dans des recueils là, qui s'appellent ici Œuvres choisies. Donc le CNRS a fait vraiment un gros travail sur ces articles. Les articles étaient en allemand au début, donc des chercheurs du CNRS. Là-dedans d'ailleurs, il y a le Jean Eisenstadt dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a Olivier Darrigol, qui est aussi un historien des sciences très connu. Bon, ils sont tout un tas là-dedans à avoir fait ça. Ils ont traduit les articles, ils ont mis aussi on appelle un appareil critique dans le jargon des gens qui font ça, mais voilà, ils ont mis des notes, ils ont mis des introductions pour expliquer, et vous trouverez donc là-dedans les articles traduits en français, les articles importants traduits en français d'Einstein sur divers sujets. Donc ça, c'est le tome 2 qui porte sur la relativité. En fait, il y a 2 tomes sur la relativité, un sur la mécanique quantique, et il y en a 2 autres sur diverses choses, la cosmologie, et puis l'histoire politique aussi, parce qu'il a beaucoup écrit sur l'histoire politique. Donc là-dedans, vous trouverez notamment l'article qui est ici. Donc le titre qui est ici, c'est évidemment le titre traduit. Je serais incapable de prononcer le truc si je l'avais écrit en allemand. Donc dans cet article, on peut lire explicitement qu'effectivement la lumière doit être déviée par un champ gravitationnel. Alors, dans le cadre de sa théorie, donc lui, la manière dont il le montre, c'est qu'il n'y a pas l'ambiguïté dont j'ai parlé tout à l'heure, du fait qu'en mécanique newtonienne, si on dit que la lumière est attirée par les corps comme tous les autres, effectivement, elle est déviée, mais on pourrait aussi dire que la force que subissent les corpuscules de masse nulle est nulle, et donc la lumière ne serait pas déviée, donc il faut choisir entre les deux. Là, il n'y a pas cette ambiguïté-là, d'après un principe fort, qu'on appelle le principe d'équivalence, sur laquelle va être basée la relativité générale. En fait, il montre Einstein que nécessairement ça doit être dévié. Ensuite, il va un petit peu plus loin, en 1911, dans un autre article qui s'appelle « De l'influence de la pesanteur sur la propagation de la lumière », donc on est vraiment en plein dans ce dont je suis en train de vous parler. Il montre que la déviation maximale par le Soleil, c'est-à-dire par les rayons qui frôlent le bord la déviation des rayons qui frôlent le bord du Soleil doit être donnée par cette expression-là, qui est la même que celle qu'avait donnée Solner tout à l'heure dans le cadre de la mécanique newtonienne. Alors, il ne faut pas y voir, a priori, quelque chose de profond. Effectivement, ça donne les mêmes expressions. De toute façon, d'un point de vue purement dimensionnel, si une formule qui donne une déviation angulaire, c'est-à-dire un angle, et qui soit formée avec quelque chose qui dépend de la masse de la particule attirante, qui dépend de la constante de la gravitation et qui dépend de la distance d'approche, vous avez la seule combinaison que vous avez trouvée, c'est ça en gros. Donc il n'y a pas de secret. Voilà. Il se trouve que le coefficient numérique ici, que donne pas d'analyse dimensionnelle, est le même dans ce cas-là que dans le cas newtonien. Mais voilà, il ne faut pas y voir plus que ça. Entre parenthèses aussi, Einstein ne connaissait pas le travail de Solner dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, personne ne le connaissait. Ce truc avait été complètement oublié. Je vous redirai là dans quelques transparents pourquoi, effectivement, maintenant on sait que Solner a écrit ça et pourquoi c'était remis au bout du jour. Je peux déjà, sans spoiler, vous dire pourquoi. Il y a un gars qui s'appelle Philippe Lénard, qui est un chercheur qui a fait des choses sur l'effet photoélectrique notamment, qui dans les années 30 devient nazi et qui essaye de pourrir la réputation d'Einstein, qui est juif. Et donc il le fait notamment en disant que ça, il ne l'a pas inventé, il est allé chercher dans le papier de Solner, écrit 100 ans plus tard.
ce qui n'est pas le cas. Enfin, Einstein ne connaissait pas. Le seul truc dont on peut l'accuser ici, c'est de ne pas avoir connu suffisamment la vie de Guillaume. Encore une fois, c'était le cas de tout le monde. Donc voilà comment, juste pour vous donner une idée un petit peu de la manière dont raisonne Einstein, en 1911, il avait déjà compris que les horloges marchaient plus lentement dans les champs de gravitation forts que dans les champs de gravitation faibles. Ça, je n'en ai pas parlé en relativité restreinte, parce que ça, c'est de la relativité générale, mais c'est vraiment un des premiers résultats auxquels on arrive, grâce à ce fameux principe d'équivalence énoncé par Albert Einstein. Et du coup, il fait le raisonnement suivant. Einstein, il faut regarder la figure qui est ici. Imaginez qu'on ait de la lumière qui se propage dans cette direction-là, qui se déplace horizontalement. Hein. Le trait qui est ici, c'est censé représenter un front d'onde, donc l'endroit où l'amplitude de l'onde est constante. Voilà, on a une onde plane qui arrive dans cette direction. Vous avez vu en optique ondulatoire que, d'après le principe de Huygens-Fresnel, on peut traiter la propagation de la lumière en remplaçant le front d'onde par tout un tas de petites sources secondaires, ces sources secondaires qui émettent chacune des ondes sphériques, et ces ondes sphériques, en se recombinant, redonnent un nouveau front d'onde qui avance. Ça, je vous avais même fait une petite animation au tableau de fois que j'avais repris en plus beau dans la vidéo correspondante. Einstein donc, fait la remarque que si effectivement le temps ne s'écoule pas de la même manière dans un champ de gravitation, mais si la gravitation est plus forte ici que là, par exemple si vous avez le Soleil qui est ici, le champ de gravité est plus fort là que là, le temps s'écoule plus lentement ici que là, donc ça veut dire que les fronts d'onde, les sphères ici qui sont émises à chacun des points ne vont pas s'expandre à la même vitesse. Celle qui est ici va s'expandre plus vite que celle qui est là, et vous avez du coup tous ces fronts d'onde quand ils se recombinent, qui forment un front d'onde qui est incliné. Donc le rayon il a été tordu comme ça. Et on peut comme ça calculer du coup la façon dont le rayon est dévié. Entre parenthèses, ce calcul-là, c'est vraiment la même chose que quand vous avez un gradient d'indice dans un milieu. Je finis juste ça. C'est la même chose que dans un gradient d'indice quand vous avez sur une route par exemple une zone qui est plus chaude et une zone qui est plus froide, et la lumière se propage moins vite dans la région la plus dense. Et du coup, on a aussi cet effet-là de la lumière qui est courbée dans une direction ou dans une autre. Ça donne ça les mirages. C'est vraiment la même chose. Juste par rapport à la présentation dessus, oui. Ça ferait pas plutôt une. Parce que là, on a l'impression que ça tourne plutôt plus. Que c'est plus dévié quand c'est là que là-bas? Ouais. Oui, alors effectivement. Donc, ça, je n'ai pas vérifié. Oui, non, tu as tout à fait raison. On a l'impression que c'est beaucoup tordu à cet endroit-là et peu là. Ouais. D'accord, non, tout à fait. Donc là. Ça figure dans un des articles d'histoire des sciences, je l'ai repris tel quel, effectivement, je ne me suis même pas posé la question, mais tu as raison. C'est vraiment au niveau, en fait ça ferait quasiment une ligne droite, puis tordu au niveau de l'axe Y, là, puis ça repartirait quasiment en ligne droite. Tu as tout à fait raison. Ah, le changement il est net. Et le changement, alors c'est pas un angle, hein, mais il est quand même assez net, c'est à proximité de l'étoile, effectivement, que ça se fait. Alors, donc ça c'était en 1911, et il trouvait une valeur de 0,8, j'ai mis la valeur. Oui, il trouvait 0,83 secondes d'arc avec ça. Ensuite, pendant quelques années, donc, il continue à élaborer la relativité générale, et là, en fait, il refait le calcul, et il s'aperçoit que le calcul qu'il avait présenté n'était pas correct. Le calcul basé sur ça n'est pas complet, en fait. Ça oublie une partie du problème. En fait, il montre avec la relativité générale, Einstein, que l'espace-temps est courbé, en particulier l'espace lui-même est courbé. Et là, ce n'est pas pris en compte du tout dans ce traitement-là. Donc il est en mesure en 1915, avec la théorie de la relativité générale qu'il a terminée, de calculer vraiment plus proprement en tout cas, la déviation subie par un photon et par la lumière. Et il s'aperçoit que ça fait une valeur qui est double de celle de tout à l'heure, et trouve du coup 1,66, 1,7 en gros secondes d'arc. Et ça, c'est fait dans cet article-là, explication du périhélie de Mercure par la théorie de la relativité générale. Il le mentionne là-dedans. Si vous allez voir là-dedans, du coup, c'est mentionné simplement que le bon résultat c'est ça, et c'est un an plus tard, il va vraiment nous faire la démonstration, la présenter, mais là, de façon évidente, à cette époque-là, il l'avait déjà fait. Donc en 1915, voilà, on a une valeur définitive qui ne sera jamais remise en cause, effectivement, ça c'est la valeur encore aujourd'hui qu'on peut calculer avec la théorie d'Einstein, la façon dont un faisceau lumineux est dévié par un champ gravitationnel. Alors, il va falloir, à partir dans les années 1910, on se dit, on va pouvoir tester ça peut-être. Regarder comment est-ce qu'on pourrait vérifier si les rayons lumineux sont courbés par une masse, par une étoile. Et alors là, je vais m'appuyer dans ce que je vais dire ici, je vais m'appuyer beaucoup sur cet article-là, donc qui lui est en anglais.
parle de relativité d'éclipse. On va voir qu'il sera beaucoup question d'éclipse dans la suite. Donc cet article qui est paru dans un journal d'histoire des sciences pour le cours, que je vous mettrai aussi sur le Moodle. Alors, là, donc ça c'est un extrait de l'article, je vais vous le traduire en direct. Tout le monde sait, tous ceux qui ont fait un peu d'histoire de la physique savent, alors si vous ne savez pas, ne vous vexez pas, il s'adresse ici à des historiens des sciences en fait, donc dans son introduction, il ne prend pas les gens pour les collègues pour des débiles. Quoi. Bref. Donc tout le monde sait en gros que Einstein a prédit en 1916, sur la base de la théorie de la relativité générale, que la lumière des étoiles est courbée par les champs gravitationnels du Soleil. Et qu'en 1919, des expéditions britanniques ont obtenu la confirmation de cette prédiction avec des photographies qui ont été prises pendant une éclipse totale. Ça, je vais y revenir longuement tout à l'heure. Les rapports les nouvelles de cette expédition ont rendu Einstein une star internationale, et du coup même le Times de Londres a parlé de relativité sur sa première page. Les rapports de cette expédition ont fait tourner l'opinion scientifique en faveur d'Einstein et ont fait gagner à la relativité générale l'admiration et l'intérêt de beaucoup de physiciens. Donc là, il dit, on a vérifié que Einstein avait raison, donc tout le monde est content, et la relativité en sort grandie. Bon. En ce qui concerne la science, en fait, aucune éclipse n'a été depuis aussi importante que celle-là, celle de 1919. Les résultats britanniques et les discussions britanniques, le mot britannique est important ici, j'y reviendrai aussi dans la suite, et les discussions des Britanniques qui ont précédé et qui ont suivi ont montré un exemple de révolution scientifique qui ont été menées de façon rationnelle, sans préjudice nationaliste ou d'obscurantisme. Un exemple d'autant plus remarquable que ça est arrivé juste après, pendant et juste après une guerre amère avec l'Allemagne, la patrie d'Einstein. Peut-être que cette histoire-là qu'il vient de raconter est trop remarquable. Cette volonté soudaine et dépassionnée de beaucoup de physiciens britanniques de donner leur sympathie à Einstein semble bizarre et demande à être expliquée. Donc là, ça c'est l'histoire au-dessus, là qu'effectivement vous allez lire un petit peu partout quand les gens résument ce qui s'est passé. Les gens vous disent, en 1919, en observant une éclipse, Eddington a montré qu'Einstein avait raison. Et donc lui, dans cet article, il essaie de montrer que c'est un peu plus compliqué et je vais vous en montrer des éléments de ça. Et donc, il dit ici quelque chose qu'on voit peut-être pas, qu'on n'apprend pas quand on apprend l'histoire de ça. Donc il dit la manière dont était reçue au début la relativité restreinte dans les pays qui parlaient anglais a été de façon presque uniforme, hostile et dédaigneuse. Donc l'idée déjà que les gens étaient favorables à Einstein, c'est pas vrai du tout, les gens n'aimaient pas la théorie d'Einstein. Les physiciens anglais ne travaillaient pas sur une théorie qui était si éloignée de la mécanique de l'éther sur laquelle ils s'appuyaient en général. La relativité générale, avant 1919, était moins connue en Angleterre que la théorie de la relativité restreinte. Special theory, ça veut dire relativité restreinte à chaque fois ici. Donc, le mot spécial en anglais, nous on dit restreint. Donc on connaissait pas ça en Angleterre, parce que la guerre avait interrompu l'arrivée des journaux scientifiques allemands. Arthur Stanley Eddington, secrétaire de la Société astronomique royale, avait une copie du papier d'Einstein sur les équations du champ gravitationnel, de la relativité générale, et c'était lui, il avait la seule copie qui avait atteint l'Angleterre pendant la guerre. Quelqu'un lui avait apporté en fait. Donc Eddington s'est arrangé pour qu'une série de papiers par De Sitter expose cette nouvelle théorie quand même, pour que ça apparaisse dans les journaux de cette Société astronomique royale. Et en 1918, Eddington lui-même a écrit à cette société une revue, un résumé assez persuasif de cette nouvelle théorie et de ses applications. Donc là, en fait, c'est un gars, c'est Eddington qui, pendant la guerre, en 1918, va effectivement pousser cette théorie et expliquer à ses compatriotes anglais pourquoi c'est intéressant. Pourtant, il n'y a aucune preuve, aucun indice qu'avant 1919, beaucoup de physiciens britanniques s'étaient échauffés et étaient devenus sympathiques en gros à la relativité générale. Le peu de littérature qu'il y avait sur le sujet, c'était en général très critique et c'était plutôt consacré à présenter des alternatives et d'autres choix que celui-là. Et avant 1919, dans aucun journal scientifique britannique, il y avait un article autre que celui de De Sitter qui appliquait ou qui expandait, qui étendait la nouvelle théorie, qui développait la nouvelle théorie. Donc voilà.
En gros, donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'en Angleterre, la relativité générale, c'était pas du tout un truc qui était étudié. La relativité restreinte non plus, les gens faisaient simplement autre chose. Et alors enfin, dernier extrait de cet article. Donc, la question qui se pose, il y a une question qu'il faut se poser avant tout ça. Donc, comment est-ce qu'on en est venu? La question là que posait le texte précédent, c'était pourquoi est-ce que finalement on dit qu'en 1919 les Anglais ont voulu prouver la relativité générale avec cette observation d'éclipse, alors que personne n'y croyait sur place. Donc c'est ce qui va continuer ici. Donc une question tout aussi bizarre, c'est pourquoi est-ce que donc, les Britanniques se sont inquiétés de faire cette mesure. Les éclipses totales étaient des choses qui ne devaient pas être perdues, hein, c'était précieux, il ne fallait pas les gâcher. En 1919, les Britanniques ont dévoué tous leurs efforts à 2 expéditions, ce dont je vais vous parler tout à l'heure, pour tester l'effet Einstein. Donc c'est un peu bizarre, pourquoi ils ont fait ça. Pour avoir lieu en 1919, les expéditions d'éclipses devaient avoir été préparées bien avant. Or, c'était la guerre. Donc en 1917, les Anglais étaient en guerre avec l'Allemagne. Donc on peut dire qu'ils avaient autre chose à faire que ça. Dans les journaux Nature et Observatory, qui étaient des journaux scientifiques de l'époque, il y avait de temps en temps des articles assez laids sur la décadence et l'infériorité de la science allemande. Et sur le caractère pervers et tordu de l'esprit allemand. Des trucs très nationalistes, idiots, comme on a pu voir dans tous les camps à cette époque-là et plus tard aussi. Voilà, les scientifiques anglais parlaient même de boycotter la science allemande après la guerre. Les publications allemandes, on n'y faisait pas référence dans les journaux anglais, les Allemands n'étaient pas invités aux collaborations et aux présentations, aux colloques internationaux, etc. Donc voilà, c'était vraiment pas évident pour les Allemands d'imposer des idées à cette époque-là. Et donc même si Einstein a gardé il était citoyen suisse pendant la guerre, en fait il était de naissance allemande, il était membre de l'Académie de Berlin, il vivait à Berlin, donc en gros c'était un Allemand. Pour les Anglais, Einstein c'était un Allemand, et donc il faisait partie de ce camp-là que les Anglais essayaient de rabaisser. Et donc on peut se demander pourquoi les Anglais ont mis tant de moyens pour finalement des expéditions coûteuses, tout ça pour tester les théories d'un Allemand. Donc c'est cette histoire-là que je vais un petit peu vous raconter maintenant. Alors d'abord, je vous parle d'éclipses depuis tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut tester cette idée que la lumière des étoiles est déviée par exemple par le Soleil? L'idée qu'on peut avoir, c'est simplement de se dire, on va prendre, j'ai dit le Soleil, mais je veux dire par un corps massif de manière générale. Ce qu'il faut, c'est regarder un corps massif, regarder des étoiles qui sont derrière, la lumière passe à proximité du corps massif, est déviée, et du coup nous semble provenir d'une autre direction. J'aurais dû le mettre ici, mais je fais juste un schéma très rapide sur ça. Imaginez qu'on ait ici un corps massif, on a une étoile qui est ici, qui enverrait, en l'absence de cet effet de la lumière pour un observateur qui se situe ici, donc nous on aurait l'impression que l'étoile est là, sauf qu'en présence de la masse qui est ici, la lumière qui fait ça, elle est déviée et elle n'arrive pas à notre œil. Celle qui arrive à notre œil, c'est la lumière qui fait plutôt ça, qui est déviée et qui arrive comme ça à notre œil. Et donc nous, on a l'impression que la lumière vient de là, donc on poursuit les pointillés, et on se dit que l'étoile est là au lieu d'être là. Quand on regarde une étoile, un corps massif s'approche de l'étoile, on devrait voir la position apparente de l'étoile s'éloigner ici du corps. Attention, la lumière est attirée, mais du coup on a l'impression que l'image est repoussée vers l'extérieur. Voilà. Donc, il faut un corps massif avec des étoiles derrière. Alors si on essaye avec les planètes, ça ne marche pas, avec la Terre, on est dessus, ça ne marche pas. Donc le truc le plus simple, c'est le Soleil. Donc il faut regarder la lumière d'une étoile qui passe quand le Soleil passe juste devant. Vous n'avez jamais fait d'astro, même si vous n'avez jamais fait d'astro, vous imaginez que regarder le Soleil au télescope, c'est pas un truc évident. Le Soleil, ça éblouit beaucoup. Alors il y a moyen, c'est possible effectivement de voir des étoiles en plein jour, c'est quand même un truc qui est possible. D'ailleurs, Einstein va le discuter avec certains des gens dont je vais parler après. Mais l'idée la plus naturelle quand même, c'est d'attendre qu'il y ait une éclipse, d'attendre que la Lune passe devant le Soleil, donc, et de regarder effectivement la position des étoiles qui se situent du coup derrière le Soleil. Donc on profite du fait que c'est quand même l'obscurité, c'est la nuit, parce que la Lune est passée devant, mais le Soleil est quand même là, attire quand même la lumière des étoiles qui sont derrière. Donc ce que devrait voir pendant une éclipse, c'est
le Soleil qui est éclipsé par la Lune, avec autour des étoiles qui occupent des positions qui sont plus éloignées du Soleil que ce qu'elles seraient en l'absence du Soleil. En fait, sans le Soleil, vous auriez des étoiles qui sont à certaines positions, et en présence du Soleil, les étoiles sont plus longues. Sont comme repoussées, si vous voulez, par le Soleil. Vas-y. On n'en verrait pas plus, du coup. Parce que du coup, la lumière par les deux côtés, du coup, on verrait... Oui, celles qui sont un petit peu cachées là. Ouais. Ouais. Alors, en pratique, tu as raison, il y en a certaines qui devraient apparaître. En pratique, c'est pas ce qui se passe parce qu'il y en a quand même peu des étoiles. Hein. C'est pas des milliers d'étoiles, ça va être quelques étoiles, une dizaine, une vingtaine, et la probabilité que l'une qui soit juste derrière le Soleil, elle est faible en fait. Le Soleil, c'est un corps qui est quand même petit dans le ciel, et on va voir que les étoiles les plus brillantes pendant une éclipse. Parce qu'une éclipse, c'est quand même pas l'obscurité totale, il y a la couronne qui fait beaucoup de lumière, et c'est pas possible de voir les étoiles de très faible magnitude, donc, enfin de très faible amplitude. Et donc voilà, la version courte de cette histoire de tester l'idée, donc c'est qu'en 1919, Eddington, astronome britannique, vérifie la prédiction d'Einstein en envoyant des expéditions qui observent des éclipses de Soleil, qui vérifient effectivement que la position des étoiles derrière le Soleil a été affectée. Einstein devient effectivement célèbre, et je vais vous parler ensuite de ça, mais ça c'est juste ce que disait l'article d'avant, je ne vais pas y passer plus de temps que ça. Donc, de façon un petit peu plus fine, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1911, dès que Einstein avait commencé à avoir les résultats plus précis, une grandeur numérique sur la déviation attendue par le Soleil, il correspond avec un gars qui s'appelle Freundlich, c'est celui dont il y avait le nom tout à l'heure, là, vous disiez, Einstein correspond avec ce gars, donc, qui est assistant à l'Observatoire royal de Prusse à Berlin, et ce gars s'enthousiasme pour l'idée, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un ami commun, enfin un collègue commun qui connaissait Einstein, qui croise à Freundlich, qui lui explique le truc d'Einstein, et qui dit Einstein est un peu embêté parce qu'il n'y a personne qui veut tester son idée. Donc, Einstein voulait effectivement trouver des astronomes qui le testent, mais il ne trouve pas. Et donc Freundlich dit bah ouais, moi si ça me dirait bien, c'est une bonne idée, ça sent pas bête et tout, et donc il correspond du coup avec Einstein. Et vraiment, il va se lancer dans le truc, hein, il va vraiment prendre le truc, mettre beaucoup d'énergie là-dedans, Freundlich. Il rencontre notamment un gars qui s'appelle Perrine, donc c'est un Américain. Il reviendra plusieurs fois dans la suite, donc retenez son nom, qui est directeur de l'observatoire de Cordoba, mais surtout, il appartenait avant à un observatoire qui est l'observatoire de Lick, aux États-Unis. Perrine était un gars de cet observatoire de Lick, qui peut aussi revenir dans l'histoire. Freundlich, allemand, donc il rencontre ce gars-là, et puis il commence à discuter avec lui, et il se rend compte qu'effectivement, la première chose qu'on peut faire, c'est avant de faire une expérience, c'est d'utiliser des plaques photos d'observation d'éclipses précédentes. Parce que des photos d'éclipses, il y en a plein en fait. Il y a plein de raisons d'observer les éclipses et de faire des photos. Et les expéditions qui vont faire des photos d'éclipses, ben, il y en a eu plein. Et donc il y a des plaques photos qui traînent dans des tiroirs d'éclipses précédentes sur lesquelles on voit effectivement le Soleil avec des étoiles autour. Donc un truc qu'on pourrait faire, ils se disent, ben, c'est d'aller prendre ces plaques photos, mesurer la position des étoiles sur ces photos, et puis éventuellement retourner dans le ciel au même endroit, prendre le ciel aujourd'hui tel qu'il est, et voir la nouvelle position des étoiles, et voir si elles occupent la même position. Donc ça va demander un petit peu de temps ça, de le faire, mais donc Freundlich il se lance vraiment là-dedans, et il invite aussi Perrine, le gars tout à l'heure, à participer à ça. Alors juste quand même pour remettre ça dans le contexte, il y a deux raisons principales pour observer les éclipses. C'est l'étude de la couronne solaire d'abord. Donc, quand on a une éclipse de Soleil, donc la Lune qui passe devant le Soleil, on voit du coup tout un tas de lumière autour de l'éclipse, notamment des trucs qui ressemblent un peu à des cheveux. Hein. Et les gens ont pensé assez longtemps que ça venait de la Lune, en fait, que le Soleil éclairait des trucs qui étaient émis par la Lune. La Lune passe devant, donc on les voit bien. Et il y avait cette idée que ces cheveux-là pourraient venir de la Lune. Et ce qu'on découvre à l'époque, c'est que non, ça vient du Soleil, c'est de la physique solaire, en fait, et ça peut nous apprendre des choses sur le Soleil. Donc à l'époque, les gens passent beaucoup de temps à photographier, essayer de photographier cette couronne solaire, et pour apprendre des choses dessus. Et il y a aussi l'autre raison, c'est de chercher la planète Vulcain, la fameuse planète Vulcain. Vous la connaissez, la planète Vulcain? Vous savez où elle est? À côté du Soleil. Enfin, elle est censée. Ouais, elle est censée. Ouais. Vous savez pourquoi on a introduit ça? Star Trek. Non, ça n'existait pas à l'époque, Star Trek. Alors, en fait, à l'époque, on avait remarqué que la planète Mercure avait, et d'autres du système solaire aussi, mais surtout Mercure, avait une anomalie. En fait, son périhélie, son orbite elliptique avait des caractéristiques qui ne correspondaient pas à ce qu'on observait. On n'arrivait pas à rendre compte
effectivement du mouvement de la planète Mercure. Et une manière de comprendre ça, c'était de se dire, il y a une planète qui est là, une autre, et qui perturbe la trajectoire du Mercure. Je vais le redire autrement. Dans le système solaire tel qu'on le connaît, vous avez le Soleil, et puis un certain nombre de planètes. Mercure, Vénus, Terre, etc., Mars. Ces planètes, on peut, si on connaît leur position à l'instant donné, calculer par les équations de la mécanique classique leur mouvement au cours du temps. Voilà. Elles sont attirées par le Soleil, elles sont aussi un petit peu perturbées gravitationnellement par les autres étoiles, et donc on peut calculer la trajectoire qu'on attend du fait de l'attraction par le Soleil et de la perturbation des autres planètes. On le fait, on peut le faire pour la Terre, ça marche bien, on peut le faire pour Jupiter, ça marche bien, on peut le faire pour Uranus. Quand on le fait pour Uranus, là ça marche moins bien en fait. On s'est aperçu au XIXe siècle que l'orbite d'Uranus posait problème. Donc si on tient compte des planètes qu'on connaissait à l'époque, on n'arrivait pas à comprendre la trajectoire d'Uranus, celle qu'on observait n'était pas celle qu'on calculait. Certains savants, dont Le Verrier, se disent « Ah, c'est parce qu'il y a une autre planète à l'extérieur du système solaire, appelons-la Neptune, paf, cherchons-la, on la trouve. Waouh, truc de fou. On prédit qu'elle est là, super. Donc là, les gens, ils ont super confiance dans la théorie de Newton, vous voyez, ça permet de découvrir les planètes, c'est vraiment un truc de fou. On s'aperçoit ensuite que Mercure, à son tour, qui est cette fois-ci une planète intérieure au système solaire, a aussi des irrégularités qu'on ne comprend pas. Donc même Tonneau, Le Verrier, d'autres se disent c'est encore une autre planète, on va l'appeler Vulcain, on va la chercher. Là, c'est plus dur à observer parce que du coup, c'est une planète qui serait près du Soleil. Et c'est très dur de voir les étoiles près du Soleil parce qu'elles sont toujours là en plein jour. Et il faut des instruments qui ne soient pas aveuglés par la lumière du Soleil pour le voir. Donc il y a à cette époque-là il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour essayer de trouver cette planète Vulcain, en vain d'ailleurs, c'est pas ça qui sera la solution, il n'y a pas de planète Vulcain. Vous savez c'est quoi la solution au problème pour Mercure? Tu es perturbé par des champs émis par le Soleil. Non, alors c'est pas ça, ça pourrait, mais non. En fait, c'est que la loi de Newton permet avec laquelle on calcule la trajectoire de Mercure, elle n'est pas bonne. Il faut faire appel à la relativité générale, justement, celle d'Einstein. Et un des premiers trucs que fait Einstein, c'est qu'il montre qu'avec sa théorie, on peut recalculer correctement la trajectoire de Mercure et qu'elle correspond du coup exactement à celle qu'on observe. Donc c'est pas une nouvelle planète, c'est qu'on n'utilisait pas la bonne théorie. Donc ça, c'est vraiment le premier indice qui fait que la théorie d'Einstein est probablement correcte. Et Newton, pas bon, là, parce que la vitesse était trop grande. Ah oui, on le voit beaucoup, on le voit mieux sur Mercure que sur les autres, c'est parce qu'elle est proche du Soleil en fait. La différence entre la relativité générale et la gravitation newtonienne se fait surtout sentir au fort champ gravitationnel, donc pour les objets qui sont proches des corps attractifs. Donc plus on est proche du Soleil, plus la relativité générale va donner des résultats qui sont différents de la mécanique newtonienne. Pour la Terre ou les planètes plus lointaines, ça donne en fait quasiment la même chose et la différence est très peu sensible. Bon, alors cette idée-là, donc du coup, il y a plein de plaques qui ont été faites, effectivement, mais ça ne marche pas, les photos ne sont pas d'assez bonne qualité. Une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons, par exemple, toute bête, c'est que les gens, quand ils prenaient les photos pour, par exemple, étudier la couronne solaire, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient suivre au télescope le Soleil, parce qu'ils voulaient que ce qui soit net sur la photo, c'est le Soleil. Or, le Soleil, il se déplace par rapport au ciel, et du coup, les étoiles étaient floues. Il y avait un flou de bouger des étoiles, on ne suivait pas les étoiles, mais on suivait le Soleil. Et donc, pas mal de plaques photos qui étaient utilisées pour ça montraient très bien la couronne solaire et le Soleil, mais des traînées au lieu des étoiles. Et donc, du coup, pour voir où sont précisément les étoiles, c'est vraiment pas pratique du tout. Donc voilà, une des raisons, c'est que c'était simplement les photos n'étaient pas prises pour ça, donc elles n'étaient pas prises dans les meilleures conditions. Donc les gens se sont dit, on va le faire, on va faire effectivement des expéditions spécifiques pour observer les éclipses. Et les difficultés auxquelles sont confrontés les gens, elles sont multiples. Donc l'idée, c'est d'essayer de prendre en photo le même champ d'étoiles 6 mois d'intervalle. Une fois, lorsqu'il y a une éclipse, donc le Soleil passe devant un champ d'étoiles, est éclipsé, donc on voit les étoiles en plein jour, on prend une photo. Pourquoi, à votre avis, il faut attendre 6 mois pour refaire l'autre photo sans le Soleil? On pourra attendre le lendemain, le lendemain il n'y a plus d'éclipse. Vas-y, refais un tour. Pour que la Terre, pour que ce soit la nuit, c'est ça. En fait, le lendemain de l'éclipse, les étoiles, il n'y a plus le Soleil devant, mais c'est quand même le plein jour. Hein. Donc il faut attendre 6 mois pour qu'effectivement cette région du ciel soit visible la nuit. Donc, alors 6 mois, ça peut être quelques mois, hein, mais bon, en tout cas, il faut attendre.
Donc il faut prendre le même champ d'étoiles à plusieurs mois d'intervalle, dont une fois lors d'une éclipse. Il faut les prendre exactement dans les mêmes conditions, avec les mêmes instruments, parce que chaque instrument il induit des déformations du champ. Donc si on prend avec deux instruments différents, de toute façon, ça, même sans l'effet dit par Einstein, on ne verra pas les étoiles tout à fait au même endroit. Il faut le déplacement attendu pour les étoiles proches du bord solaire, c'est une fraction de millimètre sur les photos qu'on observe. Donc sur les plaques photo, ça correspond à un déplacement des étoiles de moins d'1 millimètre. Donc c'est quelque chose qui est vraiment petit, sachant que chaque étoile, c'est pas un point, mais c'est une tâche, globalement. Voilà. On s'attend à des distorsions, c'est-à-dire des distorsions d'échelle. Il suffit que d'une photo sur l'autre, la plaque photo ne soit pas tout à fait à la même distance ou bien du miroir du télescope ou de la lentille, si c'est une lunette, pour que ça change l'échelle globale. Donc ça va tout pourrir la mesure. Il peut y avoir une rotation aussi si on a un petit peu tourné l'appareil. Enfin, il y a tout un tas d'effets qui font que, de toute façon, même si les étoiles sont exactement au même endroit, vous prenez une photo un jour, vous prenez une même photo de la même chose une semaine après, et ben, il y a des chances que ça ne soit pas au même endroit sur la photo. Il faut en tenir compte de ça et ne pas prendre pour l'effet induit par Einstein quelque chose qui serait simplement une distorsion optique. Donc voilà, c'est pas un truc évident, mais bon, les gens à l'époque sont conscients de tout ça et font au mieux pour s'affranchir de ces problèmes. Alors, je vous rappelle quand même ce que c'est une éclipse pour que vous ayez ça en tête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça beaucoup, mais probablement un peu. Une éclipse, c'est le fait que la Lune ici passe devant le Soleil. Donc vous avez ici un schéma sur lequel vous avez la zone ici, ce qu'on appelle la zone d'ombre. Donc quelqu'un qui est là-dedans ne voit pas du tout le Soleil est entièrement masqué pour lui. Il y a aussi autre chose qui s'appelle la pénombre. C'est la lumière qui est ici, enfin, c'est pour les personnages qui sont ici. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient une partie du Soleil, voilà la partie qui est là, et il y en a une partie qui est cachée. Donc la Lune ne cache qu'une partie du Soleil, c'est une éclipse partielle. Donc, dans la pénombre, les gens voient une éclipse partielle, les gens qui sont ici dans l'ombre voient une éclipse totale. Et c'est ça, c'est ces éclipses totales qu'on va essayer de... c'est pendant ces éclipses totales que les gens vont essayer de mesurer la position des étoiles. Alors ces éclipses totales, elles n'ont pas lieu forcément tout le temps quand la Lune passe devant le Soleil, parce que si la Lune est un peu trop loin, vous avez ici le cône d'ombre qui fait ça, qui se ferme, et dans un observateur qui est ici, il voit en fait un bout du Soleil, il voit les zones externes, et ce qu'il voit, c'est ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Il voit la Lune en plein milieu du Soleil, et le Soleil qui déborde encore un peu, et du coup, ça suffit pour éblouir et pas voir les étoiles qui sont autour. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils essayent de se placer dans des conditions où on a des éclipses totales. Une éclipse totale, c'est quelque chose qui dure un certain temps, ça dure quelques minutes, le maximum ça va être 7 minutes et demie, 8 minutes, un truc comme ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Ici, c'est l'éclipse de 1919 dont je parlerai sur la fin, celle qui a donné les résultats dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a donné raison à Einstein. Et là, vous avez ici ce qu'on appelle la zone de la bande de totalité, c'est-à-dire là où l'éclipse est totale. Tous les gens qui se situent quelque part sur cette bande ici verront en effet une éclipse totale. Là, ce que ça veut dire, c'est que vous avez la Lune, vous avez le Soleil, la Lune qui passe devant, et donc l'ombre de la Lune qui balaye la Terre. Et ça fait quelque chose qui est tordu. Pourquoi ça fait quelque chose de tordu? C'est ça, la Terre elle est ronde, elle est penchée, et donc la Lune qui passe devant, ça fait effectivement un trait droit qui est comme ça, et vous dessinez un trait droit sur une sphère, ça fait un truc tordu, et puis c'est ça. Ça, si vous dessinez cette bande-là, si vous la représentez sur une map monde, enfin pas une map monde, sur un globe terrestre justement, vous allez voir que c'est effectivement le truc le plus droit que vous pouvez tracer. C'est un arc de cercle en fait sur la sphère. Bon. Donc en tout cas, voilà, une éclipse ça ressemble à ça. Donc, et on sait très bien prédire les éclipses, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui très bien faire, on arrive à prévoir le mouvement de la Lune, du Soleil, de la Terre, etc. Donc on sait que telle année il y aura une éclipse, on sait exactement par où elle va passer, et donc on peut prévoir ça plusieurs années à l'avance. Donc là, typiquement, celle de 1919, si on veut aller observer une éclipse à ce moment-là, il faut installer du matériel quelque part sur cette bande-là. On sait à quelle heure ça va avoir lieu, et à l'heure près, être prêt à ouvrir le télescope, et puis regarder le ciel et faire des photos. Voilà. La fréquence de ça, c'est typiquement une tous les 6 mois, enfin, il y en a au moins une tous les 6 mois quelque part sur Terre. Elles ne sont pas toutes aussi avantageuses, il y en a qui sont un peu plus courtes, un peu plus longues que d'autres, il y en a qui passent essentiellement sur l'océan, donc on ne va pas aller faire cette observation-là. Ça, si ça vous intéresse, je vous invite à chercher ces deux mots-là, Saros et Inex. Vous connaissez ça? Moi, je ne connaissais pas non plus, en fait, avant ce matin. Je peux dire que c'est la honte, mais c'est le cas. Enfin non, c'est pas la honte, c'est comme ça. Ça, c'est le nom de cycle solaire. En fait, on classe les éclipses par cycle, ça arrive de manière régulière. On a un motif très répétitif sur la manière dont sont les éclipses.
Donc je vous invite à chercher ça sur Internet, dans la page Éclipse solaire de Wikipédia. Vous avez toute une discussion qui est vraiment intéressante sur ça. Bon, en tout cas, les éclipses, on sait quand ça a lieu assez souvent, et donc on peut effectivement se préparer à l'avance pour aller en observer. Alors, les gens commencent à se poser des questions de vérifier Einstein, en gros à partir de 1910, donc je vais commencer ici une petite série d'éclipses qui ont essayé de vérifier l'effet Einstein. La première dont je vais parler, c'est l'éclipse du 10 octobre 1912, qui a lieu au Brésil. Le gars dont je vous ai parlé, américain, à Perrine, qui est lui en Amérique du Sud, il a du matériel qui est prêté par le directeur de l'observatoire américain, la Dulic, Campbell. Il a du matériel qui était prêté par Campbell. Il avait, pour vous, correspondu avec Campbell, il le connaissait de toute façon, parce que Perrine avait travaillé là-bas, et en plus ils avaient discuté, parce qu'il y avait tout un échange pour récupérer déjà les plaques photos qui avaient été prises par l'observatoire de Lick au moment d'éclipse. Donc Perrine savait que Campbell serait intéressé par ce genre de recherche, Campbell savait qu'il y avait des gens qui voudraient vérifier l'effet Einstein, donc ils se connaissaient. L'observatoire de Lick prête du matériel à Perrine qui l'emmène au Brésil pour observer l'éclipse qui aura lieu à ce moment-là. Alors en fait, il ne sera pas tout seul, il y en a plein des expéditions. Hein. Quand il y a une éclipse, il y a plein de choses à regarder. On cherche les Vulcains, on étudie la couronne solaire, par exemple. Et donc il y avait en tout 8 expéditions le long de la ligne de totalité de cette éclipse-là. Et on y trouve notamment Arthur Eddington, un gars dont j'ai déjà prononcé le nom et dont je vais en parler un peu plus tard, qui va jouer un rôle important. Eddington, c'est lui, en gros, c'est à lui qu'on associe la première vraie découverte, la première vraie mesure de l'effet de déviation des rayons lumineux. C'est pas ça qu'il a fait à ce moment-là, mais il était sur place pour un autre truc, et voilà. Il était parmi les expéditions comme ça aussi. Ennemi numéro 1 de l'éclipse, la pluie. Voilà. Donc, le 10 octobre 1912, il pleut au Brésil, ou en tout cas une grande partie du Brésil, et ils ne peuvent pas faire d'observation. Donc voilà, ça revient cher, hein. Ils emmènent du matériel, ils emmènent des gens, ils préparent tout ça, et il faut que pendant 8 minutes il fasse beau, pendant 8 minutes il pleut. Ok, on rentre chez soi, et on recommence. 1914, 21 août 1914, cette fois-ci c'est au sud de la Russie que l'éclipse a lieu. Bon. Là, Freundlich, le premier gars qui s'était intéressé à Einstein, qui avait correspondu avec Einstein, donc un des premiers qui vraiment avait envie de vérifier les idées d'Einstein, lui il se lance dans cette aventure-là, il se prépare à l'observer, il se prépare, c'est-à-dire qu'il va effectivement au sud de la Russie. Il y a aussi une autre équipe sur un autre site le long de la bande de totalité qui va faire ça, c'est une délégation de l'observatoire de Lick, qui du coup ont de plus en plus envie de faire ça depuis. Ils n'ont pas été échaudés par la pluie de 1912, là ils se disent on va continuer, cette fois-ci on va le faire tout seul. Donc voilà, Campbell, le directeur de l'observatoire, et puis un autre gars qui s'appelle Curtis, emmènent des observations qui sont vraiment super adaptées pour mesurer le déplacement des étoiles. Ils y vont vraiment très bien préparés, hein. Ils font ça bien. Voilà. Donc il y a 2 équipes, eux et puis l'équipe de Freundlich, qui sont prêts à observer cette éclipse de 1914 au sud de la Russie. Il arrive 2 choses. Au site des Américains, il pleut. Bon. Sur le site de Freundlich, il ne pleut pas, mais manque de bol, c'est la guerre. Et donc 1914, c'est le début de la guerre dans cette période, la Première Guerre mondiale. Hein. Et du coup, Freundlich, en fait, est empêché par les autorités locales. Il est fait prisonnier, en fait. Voilà. Il est allemand. La Russie commence à être... oui, il n'a pas de chance. Hein. La Russie commence à être en guerre, voilà, donc Freundlich se fait arrêter et ne peut pas mener ses observations à cause de ça. Eux, les Américains, ils sont aussi dans le coin, mais comme ils sont américains, ils ont moins de problèmes, ils sont protégés par des diplomates, il y a quelques militaires qui sont là aussi, et ça se passe mieux. Voilà. Lui, Freundlich, non, il est effectivement arrêté, avec d'autres. Hein. Donc pas de chance pour la science, ni pour Freundlich d'ailleurs. Troisième chance, l'éclipse du 8 juin 1918. Donc là, c'est aux États-Unis, donc on se dit chouette, ils sont à domicile, les Américains, sauf que les instruments qu'ils avaient emmenés en Russie, ils ne sont pas revenus parce qu'il y a eu la guerre. Donc les trucs, il n'y avait pas d'échange entre la Russie et les États-Unis pendant la guerre, pas d'envoi de matériel. Donc à la fin de la guerre, on commence à renvoyer le matériel qui est resté vers les États-Unis, mais ça n'arrive pas à temps pour l'éclipse qui est là. Donc ils n'ont pas le matos. Dommage. Alors, ils ont quand même du matériel, hein. Ils ont de quoi faire des photos du ciel, ils le font, et
Il y a un peu de nuages, mais ils arrivent quand même à prendre quelques photos. Voilà, le 8 juin 1918, ils arrivent à prendre des photos, mais pas avec le bon matériel, enfin pas le meilleur matériel. Et en plus, c'est à travers quelques nuages, donc c'est quand même pas optimal. Donc ils n'ont pas de chance non plus sur ce point. Et ça sera analysé simplement en juillet 1919, pour des raisons qui sont liées à la guerre, mais pas seulement. Je ne vais pas rentrer dans le détail qui est ici, mais ça mettra un an en fait pour que les plaques photos qui sont prises ici puissent être analysées, qu'on en tire quelque chose scientifiquement, une mesure. Et donc c'est Campbell qui gère ça, avec d'autres. Campbell il fait la mesure, il est au courant de la mesure. Quand il passe à Londres en juillet 1919 et qu'il connaît les résultats de cette analyse-là, donc il déclare que l'effet Einstein-Fort est exclu. Ce que je veux dire par effet Einstein-Fort, c'est qu'en fait il y avait trois possibilités qui étaient attendues pour la déviation des rayons lumineux par les corps massifs. Pas de déviation, pourquoi pas. La déviation newtonienne, 0,83 secondes, ou la déviation d'Einstein, celle que je dis forte juste avant, le double de ça, 1,7. Alors en fait, là, il faut bien voir qu'il y a déjà un biais assez important du point de vue des... C'est Eddington qui avait en gros dit on observe ça, ça ou ça, et les gens ont suivi, mais en fait, peut-être qu'on pourrait encore observer autre chose. Il y a juste trois attentes théoriques différentes qui donnent trois valeurs théoriques, mais ça n'a peut-être pas assez d'imagination, et peut-être que la valeur c'est 2,5, et à la limite on devrait pouvoir faire les observations sans avoir en tête de valeur d'a priori théorique. Donc en tout cas, les gens, l'idée c'était quand même à l'époque pour les gens de vraiment trancher entre ces trois hypothèses-là. Et si je reviens au transparent d'avant, Campbell, lui, ce qu'il montre en analysant les plaques qui ont été prises en 1918 et analysées en 1919, c'est que l'effet fort est exclu, donc la théorie de la relativité d'Einstein n'est probablement pas correcte. Alors ça a beaucoup d'écho, notamment une partie de la communauté des astronomes est soulagée, et voilà ce que dit par exemple un d'entre eux, le Curtis, là, ceux qui participent aux expéditions. Beaucoup auront l'impression que l'idée d'un espace-temps de dimension 4 est pleine de difficultés de compréhension, comme l'était le mystère de la gravitation s'étendant partout, inexplicable dans nos théories physiques classiques. Tandis que le mathématicien est prêt à admettre que beaucoup d'autres formes d'espace ou de géométrie seraient aussi satisfaisantes pour les sciences physiques que l'euclidienne, nous devons reconnaître que nous sommes plutôt d'accord avec ce mathématicien qui notait que, bien qu'il serait possible dans un univers quadridimensionnel de retourner en œuvre sans casser la coquille, il avait néanmoins conscience qu'il y avait beaucoup de difficultés pratiques quant à la manière d'accomplir cet exploit. Alors il se moque un peu là, il fait son malin parce que là c'est en 1917, il n'a pas encore le résultat global, mais déjà il n'y croit pas trop à la relativité. Donc là, bon, il se moque un petit peu. Vous voyez aussi que c'est vraiment intéressant ici, les mots précis qu'il emploie. Vous voyez qu'ici, il parle de un espace à dimension 4, machin, et il parle ensuite, il met ça en opposition à nos théories physiques classiques. Nos théories physiques classiques. Il se met vraiment là-dedans. C'est les siennes, lui, ces théories à lui, elles sont classiques. Il n'est pas concerné par cette histoire de relativité. Donc lui, il se met du côté des gens qui... c'est le bon sens, quoi. Voilà, non, notre espace, il n'a pas 4 dimensions, il en a 3. C'est quoi ces gens qui viennent nous raconter ça? Vous voyez qu'il emploie le mot mathématicien aussi 2 fois. Le mathématicien qui dit un truc rigolo, et le mathématicien ici qui parle d'espace-temps de dimension 4. Einstein, c'est pas un mathématicien, c'est un physicien. Donc, le mot qui va ici, c'est pas mathématicien du tout. Il est en train de dire en gros, que voilà, ces histoires de relativité, c'est bon pour les mathématiciens qui imaginent des trucs autant qu'ils veulent, mais dans notre bon monde physique à nous, c'est pas ça. Voilà, c'est ce qu'ils croient, et c'est ce que croit une bonne partie de la communauté astronomique en fait. Donc du coup, les gens sont vraiment, à l'époque, soulagés. Quand en 1919, on leur dit que Einstein a tort, c'est « Ah, ok, on vit dans un monde normal, quoi, c'est bon. » Non mais c'est ça, c'est vraiment ça. Alors, les aspects sociologiques de ça, si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder dans cet article qui est ici, et où vraiment le gars analyse le point de vue des astronomes et des théoriciens sur la relativité, comment ça a été perçu et tout ça, comment c'est lié aussi à la manière dont ces gens ont été éduqués, notamment les astronomes aux États-Unis n'avaient pas du tout la même formation que ceux en Angleterre. En Angleterre, les astronomes étaient beaucoup plus formés en maths et tout ça, alors qu'aux États-Unis, beaucoup moins. Donc ils étaient encore moins sensibles aux États-Unis, ils étaient moins ouverts, on va dire, à la relativité que leurs compères britanniques. Alors, j'en viens maintenant à l'éclipse de mai 1919. 29 mai 1919, j'ai déjà montré tout à l'heure la bande de totalité. Donc, vous vous souvenez, il y a eu quelques éclipses malheureuses, là, une qui a un petit peu marché, mais ils n'avaient pas le bon matos. En 1919, en mai 1919, voilà, les Britanniques mettent le paquet et ils envoient non pas une, mais 2 expéditions. Ils en envoient une ici, à Principe, et ils en envoient une ici, à Sobral, au Brésil.
Vraiment pour s'assurer que cette fois-ci il ne va pas pleuvoir à 2 endroits, il ne va pas y avoir une guerre dans 2 continents, normalement on va être tranquille. Voilà. Ça pourra en plus ensuite, en confrontant les résultats de 2 expériences, les conforter effectivement. Si les 2 expériences donnent le même résultat, ça donnera d'autant plus de poids à la mesure. Donc voilà, il se prépare pour cette éclipse de mai 1919. Deux équipes partent. Alors, juste un mot sur cette éclipse, elle est vraiment particulièrement intéressante du point de vue de la recherche qui est faite ici, parce que d'une part, à ce moment-là, il se trouve que le Soleil est vraiment haut dans le ciel. Il y a des fois, l'éclipse elle se fait alors que le Soleil il est assez bas sur l'horizon. Là, le Soleil il est vraiment haut, donc on est moins embêté par certains effets, comme la réfraction atmosphérique, par exemple, qui décale la position des étoiles, donc qui nous gêne, puisque c'est la position des étoiles qu'on est en train de chercher. Et en plus, il se trouve que le Soleil passe au moment d'éclipse, juste devant une zone où il y a pas mal d'étoiles. Le champ, il est assez riche. Donc, du coup, c'est aussi favorable pour ça, parce que plus il y a d'étoiles à observer, plus on va pouvoir facilement mettre en évidence le fait que le champ d'étoiles est déformé. Donc il y a 2 équipes, comme je le dis, qui sont envoyées. Il y a Eddington, cet astronome britannique ici qui est envoyé à Principe, qui va à Principe, et puis à Davidson et Crommelin, et puis toute une équipe dans les 2 cas, qui va à Sobral au Brésil. Alors ici un mot quand même sur Eddington. Eddington c'est un astronome britannique, et c'est probablement un des rares astronomes britanniques à comprendre en fait la relativité générale. Lui, il a vraiment lu les travaux d'Einstein, il les a compris, comme on voyait tout à l'heure dans le petit texte, il les a même diffusés, il a fait en sorte qu'on en parle dans la Société royale astronomique, là. Donc il a essayé de promouvoir ça, et on ne sait pas s'il croyait au fond de lui-même que c'était la réalité ou pas, c'est même pas la question, mais en tout cas la théorie l'intéressait, il la comprenait, et il était en mesure d'en parler. Ce n'était pas le cas de la plupart des autres astronomes. Je vous montrerai encore un ou 2 textes tout à l'heure, vous verrez que la plupart d'entre eux n'avaient aucun moyen de comprendre même ce qu'ils étaient en train de mesurer. Et alors, le point important, c'est que ces 2 équipes-là, elles y vont vraiment que pour mesurer la déviation des étoiles. Contrairement aux autres éclipses avant où on en profitait pour faire d'autres choses, chercher Vulcain, en fait, chercher Vulcain, c'est devenu un peu obsolète à partir de 1916, on va dire, où Einstein, en sortant la théorie de la relativité générale, présente une explication pour l'anomalie du mouvement de Mercure, et Vulcain, il n'en a plus besoin, c'est plus la peine. Et puis, on pourrait éventuellement observer la couronne solaire, mais là, non, ils veulent vraiment dévier, ils veulent vraiment dédier tous leurs efforts à la mesure de cette déviation des rayons lumineux par le Soleil. Alors, il y a des nuages encore, décidément, ils n'ont pas trop de chance. Il y a des nuages sur la partie africaine, à Principe. Il fait beau sur la partie brésilienne. Donc la partie brésilienne arrive à prendre des clichés qui sont corrects. À Principe, ils arrivent aussi finalement à prendre des clichés qui vont être un peu moins corrects, mais où on arrive quand même à faire des choses. Verdict de ça, donc, quand effectivement on regarde ce qu'il y a sur les plaques et qu'on analyse, on s'aperçoit qu'effectivement les résultats sont en accord avec la prédiction d'Einstein. Plus précisément, les 3 personnes qui sont ici vont écrire dans un article scientifique les conclusions de tout ce qui précède, les expériences qu'ils ont faites et tout ça, et ils indiquent dans cet article que effectivement les résultats sont en accord avec la prédiction forte d'Einstein, celle de la relativité générale. Alors dans les faits, c'est forcément un petit peu plus compliqué. Ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait 3 séries de plaques, il y en avait 2 qui ont été prises en Brésil et une qui a été prise en Afrique, donc 3 séries de plaques qui donnaient 3 résultats différents. Une valeur qui était celle-ci, avec l'incertitude associée ici, donc presque 2, alors qu'on attend ces 3 valeurs-là, je vous rappelle 0, 0,87 ou 1,75. Une valeur qui est de 1,61 plus ou moins 0,30, vous voyez que l'incertitude ici est 2 fois plus grande que celle-là, quasiment, et donc ça c'est parce qu'il y avait moins d'étoiles en fait dans le champ. Il y a la mesure qui est ici, ça c'était au Brésil, où il fait beau, et ça c'était celle en Afrique. Et en fait, on s'aperçoit... L'éclipse n'avait pas eu lieu tout à fait au même moment au Brésil et en Afrique, parce que la position de l'éclipse balaye la Terre comme ça, donc elle a lieu d'abord à un endroit puis à l'autre, et donc du coup la position du Soleil change aussi dans le ciel au moment de l'éclipse, et ce n'est pas les mêmes étoiles qui étaient dans le champ au moment de l'éclipse de l'Afrique et celle du Brésil. Et donc il y en avait moins sur ces plaques-là, il n'y avait que 6 ou 7 étoiles dont on pouvait effectivement mesurer la position, et du coup ça donnait une incertitude qui était assez importante. Là il y en avait plus des étoiles.
Et la troisième plaque donne 0,92, donc une valeur qui est plus en accord avec ça, mais qui, de façon évidente, étaient des plaques de mauvaise qualité, quoi. Les gens savaient qu'il y avait eu un problème, les étoiles étaient floues, l'appareil avait été monté de manière un petit peu tordue, et les gens le savaient, quoi, à l'époque. Donc ils ont quand même développé le truc, ils ont donné le résultat, mais ils savaient que ça, c'était des plaques de mauvaise qualité. Et alors ça, la série qui est ici, ça a déclenché mais vraiment une série de critiques vraiment, vraiment importantes. Il y a eu deux types de critiques sur ça, des gens qui étaient enthousiastes parce qu'effectivement les gens se disaient bah, ça marche, la théorie d'Einstein marche, et ceux qui étaient sceptiques, et qui se sont dit en particulier quand on regarde les valeurs, pardon, c'est pas ça que je vous montrais, quand on regarde les valeurs qui sont là, se disent ouais mais attends là, ça c'est en accord avec ça, très bien, vous dans votre article vous dites que ça c'est de mauvaise qualité, vous les enlevez, et puis vous gardez ça, et donc ah bah ouais ça marche comme ça, bah non, là vous avez triché en fait. Là vous aviez un a priori théorique et vous vouliez que Einstein marche, donc vous avez enlevé le mauvais truc. On peut refaire l'analyse, moi je pourrais refaire l'analyse en gardant que celle-là parce que j'estime que c'est meilleur pour X ou telle, enfin, pour telle ou telle raison, et ça c'est en accord avec la relativité, c'est en accord avec plutôt la valeur newtonienne. Donc Eddington va être vraiment accusé, des fois de manière vraiment frontale, d'avoir maquillé les résultats, d'avoir éliminé les résultats qui ne l'arrangeaient pas dans la série qui est ici, pour à la fin dire que c'est la prédiction d'Einstein qui était la bonne. Voilà. Ce qui n'est pas du tout la manière dont ça s'est passé, et Eddington n'avait pas spécialement de raison de toute façon de maquiller les résultats. Mais ça, si vous regardez un peu même sur internet, vous cherchez des histoires qui concernent ça, vous tomberez assez rapidement sur cette polémique. Et alors ce qui se passe, hein, donc le résultat est quand même, finalement le résultat est positif, le résultat de l'expérience est positif, c'est-à-dire que la théorie d'Einstein est confortée par les mesures, mais ça ne va pas convaincre les gens. En gros, les gens qui étaient enthousiastes le sont, le reste, ceux qui étaient sceptiques le restent aussi, et tout le monde reste sur ses positions, quoi. Et JCF Kuhn, parce que vous pouvez aller voir dans le bouquin que j'ai mentionné au premier cours sur la manière dont avance la science, si vous vous faites l'idée que la science avance parce que des gens arrivent à en convaincre des autres, ils ont raison, bah c'est assez rare que ça se passe en fait. C'est malheureux, mais c'est vraiment assez rare. Il y a vraiment beaucoup de situations en science. Vous avez des gens qui sont convaincus d'un truc et qui le restent. Au bout d'un moment, ils meurent. Et puis voilà, et ceux qui viennent d'après, c'est à eux de se faire leur opinion. Ils se font leur opinion avec des données plus fraîches, etc. Ils s'en font une autre. Mais il y a vraiment beaucoup de situations comme ça où des gens restent sur leur position. Et enfin, c'est humain aussi, hein, parce qu'il y a des astronomes qui ont passé 40 ans de leur vie sur un truc, qui sont experts de ça, et puis on leur dit d'un coup, non mais ça, t'es expert, mais c'est du vent, c'est faux. Voilà, 40 ans de ta vie, ça sert à rien, mon gars. Il faut recommencer. Ben, on ne peut pas recommencer la vie, t'as vécu pour rien. Enfin, c'est. Non, mais ça peut aller assez loin aussi dans le ressenti. Hein, donc, enfin, c'est pas étonnant que ça puisse se passer comme ça. Je dis pas non plus que les scientifiques sont tous des gens absolument fermés qui ne changent jamais d'avis. Hein, c'est pas ça que je dis non plus. C'est juste que ce genre de situation arrive plus souvent que ce qu'on pourrait croire. Et alors voilà ce que disent par exemple deux des personnages dont j'ai parlé, Perrine et Curtis. Toute l'affaire relativisme m'a semblé irréelle et si purement philosophique que l'accepter serait renverser nos anciens systèmes construits auparavant avec soin est tout à fait essentiel. Je suis ouvert, mais en cette matière conservateur. Bon. Quand quelqu'un vous dit je suis ouvert, mais, c'est même pas la peine d'écouter la suite, ça veut dire je suis absolument pas ouvert. Hein. Enfin, si on est ouvert, on n'est pas ouvert, mais. Donc voilà, Perrine dit il y a des limites, et là dans la relativité, non c'est bon, arrêtez les gars, ça non. Et pourtant, c'est une des personnes qui a participé à tout ça hein, pour observer les choses, mais lui, il n'est vraiment pas du tout convaincu que la relativité, ça décrit la réalité. Et Curtis, un des gars de l'observatoire de Lick, dit quelque chose de pas très différent. Je n'ai jamais été capable d'accepter la théorie d'Einstein, ce en dépit du fait que d'éminents mathématiciens, c'est encore des mathématiciens, il faut remarquer, hein, la considèrent comme un des plus grands progrès depuis le temps de Newton. Je la considère comme un cadre de référence de rechange très bien construit, apparemment adéquat, mais aucunement essentiel, et en aucune manière le système de référence correct. On ne peut se forcer à accepter la géométrie non euclidienne simplement parce que cela semble marcher. Géométrie non euclidienne, ça veut dire espace courbé, c'est ce qui est au cœur de la relativité générale. Peut-être ai-je tort, donc ça veut dire aussi quand on dit ça, je ne pense pas que j'ai tort les gars, peut-être ai-je tort, mais il ne me semble pas pour le moment que je voudrais jamais accepter la théorie d'Einstein, belle et bizarre, astucieuse, mais non pas la vraie représentation de l'univers physique. Et ça, il y en a vraiment beaucoup, des témoignages comme ça, on peut vraiment en trouver beaucoup, les gens sont réticents à ça, sont vraiment hermétiques à cette idée que l'espace-temps pourrait être quelque chose de... Voilà, pourrait être courbe, comme on n'arrive pas à l'imaginer, mais on se dit que ça ne peut pas être la réalité. Alors, j'en viens à notre charmant personnage Philippe Lénard.
Donc Philippe Lénard, prix Nobel de physique 1905 pour ses travaux sur les rayons cathodiques, donc quelque chose qui est lié à l'effet photoélectrique, qui correspond avec Einstein de manière cordiale. Effectivement, Einstein reconnaît Philippe Lénard à l'époque comme un expérimentateur de talent, hein, grâce auquel il a pu comprendre des choses sur l'effet photoélectrique. Lénard reconnaît Einstein comme quelqu'un vraiment de très fort, en particulier son article de 1905. Lénard reconnaît que c'est vraiment un gros boulot, etc. Il se tape pas dans le dos, mais ça va, quoi. Bonne ambiance, ouais. Ceci dit, en 1921, donc Philippe Lénard ressort l'article de Solner, donc ça vous rappelez l'article de 1801 où Solner avait, avec la mécanique classique, montré la déviation des rayons lumineux, et donc pour dire qu'en gros Einstein avait triché, s'est emparé d'un vieux résultat, n'a rien fait de nouveau. Alors, ce qui est faux et débile pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle c'est débile, alors pour laquelle c'est faux, tout d'abord, c'est que Einstein ne connaissait pas les travaux de Solner, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, et la raison pour laquelle c'est débile, c'est que là, Lénard ne comprend pas, ou fait semblant de ne pas comprendre, que le travail d'Einstein, ce qui est important, ce n'est pas du tout le résultat final. De trouver que la déviation des rayons lumineux vaut 0,83 ou 1,75 secondes d'arc, c'est pas ça l'important. L'important, c'est la méthode, c'est le cadre de référence qui va autour. Voilà. Là, ce qui se passe, c'est un peu comme si, pour exagérer, vous avez quelqu'un, un illuminé, Nostradamus, qui écrit dans son bouquin la déviation des rayons lumineux sera de 1,75 secondes d'arc, point. Voilà, il écrit ça, je ne sais pas quand c'était Nostradamus, mais il y a longtemps. Einstein arrive, fait un calcul avec une théorie qui repose sur des bases solides, qui peuvent être correctes ou pas, mais bon, il y a une logique et tout ça, trouve le même résultat, et quelqu'un dirait, ah ben non, mais attendez, Nostradamus, il l'avait dit, quoi. Donc c'est Nostradamus qui avait raison. Non, ce qui est important aussi, c'est la manière dont on démontre les hypothèses qu'on fait. Donc Solner s'était basé sur la mécanique classique, en faisant quelques hypothèses un peu fortes, mais voilà. Einstein fait d'autres hypothèses et montre que de manière beaucoup plus naturelle, on trouve effectivement un résultat double de celui de Solner. Donc déjà, il ne trouve pas le même résultat, donc factuellement, c'est pas correct. Et donc en plus, il le fait de manière beaucoup plus propre que Solner. Alors, donc, quand on lit la suite, vous avez peut-être déjà lu, bon, il se trouve que Lénard, en 1930, adhère au Parti national-socialiste, ce qu'on connaît plus sous le nom nazi, hein, c'est pas beau, c'est nazi. Voilà, ce gars-là va finir nazi. Et il devient chef de file d'une idéologie qui prône ce qu'ils appellent à l'époque la science allemande. Donc l'idée qu'il y a une science allemande qui s'oppose à la science juive, notamment. Donc le peuple allemand est plus à même intellectuellement de faire des théories et tout ça. C'est pur, hein. Enfin, vous avez tous déjà entendu parler de ça, mais il est vraiment en plein là-dedans, Lénard. Donc le fait de ressortir l'article de Solner ici, c'est pas du tout anodin. C'est vraiment un plan délibéré pour miner Einstein. Alors, à ce propos, j'en profite pour vous conseiller un bouquin qui est un peu en marge de ça. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler, c'est sorti il n'y a pas longtemps, hein. C'est l'an dernier, donc peut-être que du coup vous avez entendu parler. Donc, Alter Science, de Alexandre Moatti, qui parle de, donc vous voyez, petite posture, dogme, idéologie, et il montre l'importance des idéologies dans la diffusion des connaissances scientifiques, dans l'interaction des scientifiques, et il parle de plusieurs types de personnes bizarres, donc notamment les personnes qui, comme Lénard, au nom d'une idéologie fasciste, vont déformer l'histoire, donc il y a un chapitre vraiment qui est consacré à ça là-dedans. Il parle aussi des gogos, de l'ingénieur à la retraite qui refait la théorie de la relativité restreinte, mais avec E égale MC4, parce que E égale MC2 c'est nul, donc il refait tout avec notre puissance, voilà, donc, ou E égale 3,5 de MC2, hein, voilà, pourquoi pas, enfin pourquoi pas, non pas pourquoi pas, mais il y en a qui le font, donc des gens qui sont formés scientifiquement, qui ont l'impression d'être des experts dans leur domaine et qui remettent en cause, sur des bases d'évis, les travaux notamment d'Einstein, et c'est décortiqué de façon vraiment très intelligente dans ce bouquin. Pourquoi ces gens font ça, pourquoi ils se sentent en droit de le faire, etc. Il est probablement à la BU, ce bouquin d'ailleurs, si vous voulez l'emprunter. Il se lit vraiment très bien aussi. Et alors, je voudrais presque finir, ça se dit, avec Freundlich. Donc Freundlich, vous vous rappelez, c'est le premier gars qui a parlé avec Einstein, donc, le gars qui était vraiment sur les starting blocks sur cette histoire. Donc lui, il est arrivé, il discutait avec Einstein. Bon, victime de la pluie, poum, emprisonné par les Russes, poum. Ensuite, les Anglais et les Américains refont la mesure avant lui, poum. Il reste zen, enfin, il reste pas zen, mais il n'abandonne pas, il continue effectivement son parcours. Lui, il veut quand même mener ça à bien aussi de son côté. Les mesures d'Eddington, vous l'avez vu, pouvaient éventuellement être mises en doute. Donc ça voudra les refaire. Donc ça continue, ces histoires d'éclipses, d'aller observer les éclipses. Donc Freundlich s'accroche
Et donc en 1923, il y a une éclipse au Mexique, donc il se prépare pour celle-là, pour cette éclipse. Donc il a le matériel et tout ça. Et bon, bah, pas de chance. Hein. Donc, voilà. Mais c'est un battant, hein, Freundlich. Donc il y a celle de 1926 à Sumatra. Refluit. Alors bah, quand j'ai lu ça, enfin, bon, je connaissais pas son histoire à lui avant quelques semaines, là, et ça m'a fait rigoler, mais ça m'a rappelé un personnage en fait, hein, que vous connaissez. Non mais Freundlich, c'est lui quoi. C'est voilà, c'est le gars, bref. Bon, vous regardez la suite, voilà. Alors ceci dit, il va quand même y arriver un Freundlich quelques années après à faire ses mesures, mais bon c'est un peu trop tard, tout le monde l'a déjà fait, et, donc il va finir aigri, déprimé, bref. Alors cette fois-ci, pour vraiment finir, je vais passer très rapidement vraiment sur le XXe siècle, pour vous montrer quand même que cette idée de déviation gravitationnelle de la lumière, elle a eu des suites. Ce qui est intéressant, c'est pas juste de savoir que la lumière est déviée, mais c'est qu'ensuite on peut l'utiliser comme un outil. Et le premier à voir ça, c'était Fritz Zwicky, que vous présentez ici, et qui montre dans les années 30 qu'on peut utiliser la déviation gravitationnelle de la lumière pour sonder les distributions de masse dans l'univers, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les lentilles gravitationnelles et les mirages gravitationnels. Autrement dit, quand on voit une galaxie très lointaine qui est déformée par quelque chose, ben c'est probablement parce qu'il y a de la masse qui est devant et qui déforme effectivement l'image, et on peut, en mesurant les déformations d'un objet, en déduire la quantité de masse qui se trouve devant. C'est ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Donc c'est pas son portrait le plus flatteur à Zwicky, mais alors en fait, moi j'ai jamais connu, hein, dans les années 30 vous imaginez bien, mais les gens qui l'ont connu sont assez d'accord pour dire qu'il était quand même assez insupportable comme gars, il a vraiment un caractère de cochon. Et ça, c'est probablement la tête avec laquelle vous aviez le plus de chances de le prendre en photo. Et alors un truc pour lequel il est connu, moi ça m'a toujours fait rire ce truc, c'est qu'il n'était pas très agréable avec les gens, et il avait une insulte qu'il aimait bien dire aux gens, il les traitait de crétins sphériques. Alors les gens ils étaient là, mais genre, pourquoi sphérique? Alors que crétin, c'est bon, d'accord, mais ils acceptaient crétin, mais sphérique. Et donc il leur disait, Zwicky, du coup, bah, c'est parce que quel que soit le côté d'où je te regarde, t'es toujours aussi crétin. Voilà. Ça c'est Fritz Zwicky, donc, hein, qui donc aimait cette idée. Non mais ceci dit, c'était un super astronome et il a fait vraiment plein de trucs. Hein. Il a aussi un rôle d'ailleurs, tiens, je vais même le mentionner, mais pas en dire plus que ça. Sur notre histoire de la lumière, là, il avait émis l'hypothèse de ce qu'on appelle la lumière fatiguée. À son époque, on savait que les galaxies lointaines étaient plus rouges, étaient décalées vers le rouge. En fait, la lumière qu'ils emmenaient était plus rouge, ce qu'on interprète aujourd'hui comme dû à l'expansion de l'univers. Mais lui, il mettait l'hypothèse que c'était peut-être dû au fait que la lumière se fatiguait, perdait de l'énergie en se propageant. Vous pouvez chercher lumière fatiguée sur Internet si ça vous intéresse, j'aurai pas le temps d'en dire plus. Juste, oui. Vous avez dit que, enfin, pour revenir juste un petit peu avant, vous avez dit qu'ils les avaient observés donc, au niveau du Soleil. Mais j'ai lu un tout petit peu à propos de ça et il disait que c'était qu'avec des masses énormes, enfin plutôt des tailles de galaxies, donc je ne sais pas si finalement oui ça doit être observable avec le Soleil. Mais... C'est observable avec des galaxies si on observe des objets qui sont extrêmement lointains. Pour le Soleil, si ça passe vraiment au ras du Soleil, bah, ça fait une déviation de 1 seconde d'arc et c'est effectivement quelque chose qu'on peut observer. Hein. On pourrait même l'observer avec un objet qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus dense, un micro-trou noir par exemple, qui serait beaucoup plus léger que le Soleil. Il suffit que la lumière elle passe suffisamment près pour être bien déviée. Voilà. Et le truc c'est que, à part le Soleil, si tu t'intéresses à d'autres corps que le Soleil, d'autres étoiles, ces étoiles-là sont beaucoup trop loin pour qu'il y ait une chance qu'une étoile passe derrière une étoile en fait. Ah, ouais. Alors qu'un amas de galaxies, c'est un truc qui est massif, qui est gros en plus, donc il y a des chances qu'il y ait plein de choses derrière. Alors cette déviation de la lumière par des gros corps en astrophysique, en cosmologie, ça a été découvert en 1988, c'est ce qu'on appelle la croix d'Einstein. Ça ressemble à ça, et si on regarde de plus près, ça ressemble à ça. Et ça, c'est en fait 4 images du même corps. Ça et ça, c'est ce qu'on appelle des quasars, des objets qui émettent beaucoup de lumière. Et on peut montrer que ça et ça, c'est 4 images de la même chose. Et vous avez la lumière qui... Ah, c'est la fin. Vous avez la lumière qui effectivement vient du corps qui est derrière, passe par 4 chemins différents de part et d'autre de l'objet qui est ici, et du coup nous semble donner 4 images différentes.
Et ça, c'est donc été observé en 1988. C'est assez récent, hein, finalement. Et depuis, alors, on observe d'autres types d'effets de mirages gravitationnels, des arcs gravitationnels et tout ça, qui donnent beaucoup de renseignements sur la manière dont la masse est distribuée dans l'univers. Mais je m'arrête ici pour ça, parce que ça serait vraiment une autre histoire. Merci. On va pas pouvoir voir un anneau. Alors, c'est une très bonne remarque. Si effectivement on a une masse sphérique qui passe devant un objet, on devrait voir effectivement un anneau. Ça s'appelle l'anneau d'Einstein. Ça, c'est si la masse elle est complètement sphérique. En fait, il se trouve que l'objet qui est ici, c'est une galaxie. Une galaxie, c'est pas sphérique du tout. C'est un truc qui est ellipsoïdal ou aplati. Et du coup, on peut montrer dans ce cas que c'est pas un anneau, mais c'est quatre images comme ça.